C'est un sujet assez délicat que nous abordons aujourd'hui et justement il est nécessaire car les choix qu'il amène ne sont pas à prendre à la légère. Et plus encore que le choix, les conséquences de ceci. En d'autres termes, si tu dois choisir entre coaching, thérapie, psychanalyse, que dois-tu faire? Qui consulter exactement? À un moment donné, pourquoi vaut-il mieux aller sur du coaching que de la thérapie? Plus encore, parmi les multiples thérapies, on parle de psychothérapie, mais également d'autres approches, laquelle choisir? Laquelle est bonne pour toi? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau podcast sur lequel je te souhaite la bienvenue, donc le podcast Connaissance de soi. Je suis Nico Pen, auteur et formateur spécialisé en connaissance de soi et au travers de ce podcast, je te guide dans ta quête intérieure, ta magnifique quête intérieure. Parce que oui, on parle de connaissance de soi et pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à être mieux, puisque pour moi, c'est vraiment un point clé, comme je te le disais sur le précédent podcast, cherche et tu te trouveras, et c'est en te trouvant que tu te transformeras. Et pour cela, il convient de savoir quelles sont les bonnes approches. Et bien souvent, moi vraiment, et c'est vraiment ce qui m'a motivé de prime abord pour faire ce podcast avec toi, c'est que beaucoup de personnes vont aller dans la voie du coaching en termes de consultation ou même d'un point de vue professionnel, alors que finalement le besoin est tout autre et finalement elles font fausse route et vont rechercher des solutions à un besoin qui est tout autre. Alors, je vais aller plus en détail là-dessus. Donc là, on va vraiment prendre en considération pour faire un petit peu un plan rapide de cet épisode de podcast. Nous allons d'abord nous intéresser au coaching. Ensuite, nous irons voir la limite de ce sujet, de cette thématique du coaching et ce rapport-là avec le développement personnel et la thérapie. Ils ne sont pas la même chose. On va voir pourquoi. Et on ira un petit peu plus loin et on parlera notamment de psychanalyse, on parlera de névrose, on parlera de troubles de la personnalité. Donc là, on va sur des sujets qui sont un petit peu délicats, mais nécessaires à aborder et tout particulièrement avec des chiffres. Et enfin, on verra sur la dernière partie quel type de thérapie approcher, quels sont les différents types de thérapies qui sont possibles et justement vers lesquels se diriger, sans forcément dire eh bien, tu vas aller plutôt faire de l'hypnose, de l'énéagramme ou de la sophro, mais plutôt te dire voilà, si tu veux aller plutôt travailler sur cet axe-là, il vaut mieux que tu ailles te diriger vers, par exemple, peut-être l'énéagramme, peut-être la sophro, peut-être les fleurs de bac ou toute autre chose encore. Maintenant, on va donc attaquer le vif du sujet sur la première question, c'est à quoi sert le coaching? C'est-à-dire qu'on a tendance à rechercher un coach, à avoir besoin d'un coach, et bien souvent se dire, bon, ben voilà, j'ai une difficulté dans ma vie, il me faut un coach pour pouvoir dépasser cela. Le coaching, c'est, on va dire, entre guillemets, assez simple à comprendre dans son mode de fonctionnement. Le coaching a pour objectif, je dirais, de définir un objectif et de mettre en place toutes les ressources pour l'atteindre. Donc on est d'accord, ça fait beaucoup d'objectifs derrière cela. Mais c'est vraiment ça l'idée. Et si j'utilise le mot objectif, ce n'est pas pour rien. Alors ça n'a rien à voir avec un certain type énéagramme, mais, ou du moins la sémantique d'un type énéagramme. D'ailleurs, essayez de deviner duquel je suis en train de parler. Mais plus pour la sémantique du mot objectif. Et l'objectif en tant que tel, il présuppose une chose fondamentale qui est celle d'une orientation qui est une orientation future. Et là, on est vraiment sur un point clé. C'est-à-dire que lorsqu'on va aller faire appel à un coach, lorsqu'on va aller dans une démarche de coaching, on va être orienté vers une direction future. C'est-à-dire quitter un instant présent, comme on pourrait dire en PNL, en programmation neurolinguistique, quitter un instant présent pour aller atteindre un instant désiré. En d'autres termes, je vais quitter une situation qui est la situation d'aujourd'hui qui ne me convient pas pour aller vers une situation future qui est celle qui semble la plus idéale pour moi. C'est pour ça que le coaching va beaucoup marcher dans le domaine de l'entrepreneuriat, du domaine sportif également. On va apprendre un coach sportif forcément pour améliorer tel ou tel résultat pour un sportif de haut niveau. On va prendre du coaching d'entreprise pour peut-être arriver à améliorer le management, améliorer l'efficacité de l'équipe, à améliorer la cohésion. Donc on va être dans ces dynamiques-là. Et
Après, on a notre type de coaching qui est le coaching de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, dans ma vie, je ne suis pas forcément épanoui, je ne suis pas forcément heureuse ou heureux. J'ai envie que ça change. Et donc, on va identifier tous les pans de sa vie qui ne fonctionnent pas, qui sont justement à défaut. Par exemple, je ne suis pas épanoui dans mon activité professionnelle, je ne suis pas épanoui dans mon couple, je ne suis pas épanoui dans mon entourage familial. Et dès lors, on va commencer à mettre en place toute une série de méthodologies pour arriver à modifier cela. Alors donc, on voit que le coaching est vraiment orienté, moi j'aime bien avoir cette orientation temporelle, même si on ne va pas se limiter à ça, une orientation temporelle qui est état, constat de la situation présente, donc qu'est-ce qui se passe, quelle est la cartographie de la personne ou d'une entreprise ou autre à l'instant T donné, et ensuite on va aller se diriger vers le futur, un futur idéalisé. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour remplacer cela? Donc là, forcément, remplacer dit orientation future. Bon, on a bien compris l'idée. Alors, est-ce que ça veut dire que le coaching ne va pas justement aller chercher des choses du passé pour justement se servir, pour justement travailler avec la personne? Eh bien, oui, dans certaines approches de coaching, on peut retrouver notamment avec certains outils de la programmation neurolinguistique, la PNL qui en tant que telle n'est pas une discipline qui est à 100% coaching, mais qui va être beaucoup utilisée dans le domaine du coaching parce que justement elle a des outils efficaces, notamment des outils autour des objectifs, autour des constats, autour d'un changement. Par exemple, lorsque on a une situation émotionnelle, d'ailleurs, petite parenthèse, je ferai un podcast, un de ces quatre, sur les émotions, et tout particulièrement une des limites de la PNL là-dessus, c'est que lorsque on a un état émotionnel qui n'est pas utile, donc on est vraiment dans ces notions d'utilité, eh bien on va tenter à modifier celui-ci pour atteindre un état émotionnel idéal. Par exemple, eh bien je dois faire une prise de parole en public, mais je ne suis pas à l'aise en prise de parole en public, je stresse un peu. Eh bien le coaching, et là on peut prendre en l'occurrence la PNL, va utiliser des outils qui disent, ben voilà, on va aller revisiter des expériences du passé, on va aller travailler là-dessus, on va modifier ton ancrage émotionnel pour faire un ancrage positif, on va rajouter des méthodologies, des outils et des compétences qui te permettront justement de mieux gérer tes futures situations de prestations publiques. Donc on s'intéresse au passé, on va voir ce qui ne va pas, on trouve des solutions et ensuite on va s'orienter vraiment sur la prochaine prise de parole, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, et on va aller donc sur cette dynamique de transformation de soi, d'amélioration de soi. Donc là, vraiment, on est dans une dynamique de développement personnel, de développement professionnel. Et si on pourrait d'ailleurs prendre une autre discipline qui est la spirale dynamique, je parle tout particulièrement de ça aux élèves de mes formations qui m'écoutent sur ce sujet. On est typiquement sur le coaching, c'est une approche qui est très orientée sur l'orange en termes de spirale dynamique. Bien qu'encore une fois, sur les différents niveaux d'évolution d'une personne, eh bien d'autres niveaux vont pouvoir utiliser cet outil-là. Cependant, il y a une chose fondamentale que tu dois garder en tête sur ce que n'est pas le coaching. Le coaching n'est pas une discipline qui est là pour soigner quelque chose du passé. Le coaching n'est pas là pour soigner des névroses. Le coaching n'est pas là pour remplacer un travail de thérapie, un travail de justement de nettoyage, que ce soit énergétique, émotionnel, psychologique, pourquoi pas comportemental, qui était présent à un instant T donné et qui est nocif à ta vie, ou du moins qui est pour toi limitant dans ta vie de tous les jours. Et c'est là qu'est la fine limite justement du coaching et sur laquelle eh bien, beaucoup de personnes se trompent, que ce soit tout particulièrement des coachs qui justement vont dépasser on va dire, les limites de leurs compétences, de leurs capacités, mais aussi également des personnes qui vont consulter ou qui vont faire appel des coachs en se disant voilà, eh bien, j'ai une difficulté liée à ma vie de tous les jours. Par exemple, je suis atteint de crise d'angoisse, j'ai un état qui est plutôt un état de déprime, de déprime latente et de déprime forte depuis
quelque temps déjà, je vais faire appel à un coach pour justement me requinquer, me rebooster et arriver à améliorer ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'un coach ne va pas être utile pour ces personnes-là. Ça veut dire que c'est pas le point fondamental pour eux. Et un coaching, justement, pour poser la question de départ qui est coaching, thérapie, psychanalyse, qui consulter, le coaching peut être aidant pour apporter une clé complémentaire, une ouverture par rapport à une amélioration. Cependant, il est important de garder en tête que dans des états comme ceci, eh bien, ce n'est pas la voie principale qui doit être prise. Ce n'est pas la discipline fondamentale avec laquelle travailler. Parce que là, on n'est pas dans un autre domaine. On n'est pas sur un autre pas. Ici, on arrive sur le pan de la thérapie. Et donc, le pan de la thérapie, quel est-il? Là où le mot coaching présupposait objectif, performance, le mot thérapie, lui, présuppose toute autre chose. Et tout particulièrement le soin, la santé. Et la santé va aussi bien sur la santé physique que la santé émotionnelle et psychique. Voire même, pour aller plus loin et pour celles et ceux qui vibrent avec cette notion-là, le bien-être spirituel ou santé spirituelle. Et donc, dès lors, on est donc sur la notion de santé, on est sur la notion de guérir quelque chose. De guérir, par exemple, ça peut être un trauma ou toute autre chose. Et on ne va pas être donc une orientation d'objectif, c'est-à-dire de futur, mais une orientation qui va être de présent, d'état présent, bien évidemment. Donc là aussi, c'est le concept d'état présent, mais d'aller chercher sur certaines de ces disciplines-là, je pense tout particulièrement à la PNL, à l'hypnose, à l'énéagramme et à d'autres encore, thérapie, ou par exemple dans le cas de la psychanalyse, eh bien aller chercher dans le passé pour justement aller soigner cela. Alors que qu'on ne me méprenne pas, il y a aussi d'autres types de thérapies qui sont par exemple des thérapies orientées solutions ou des thérapies brèves qui justement ont d'autres approches qui vont permettre de pouvoir travailler sans forcément aller rechercher sur le cas passé, sur les besoins passés de la personne. D'ailleurs, on va aller sur, on va dire, les plus fondamentaux que l'on connaît, c'est ceux qui vont être non pas sur de la psychothérapie, parce qu'on a ça aussi, on a thérapie, on a psychothérapie, et on peut très vite faire l'amalgame aussi entre la psychothérapie et consulter un psychologue ou un psychiatre. Alors, les psychothérapies, ça fait partie de l'ordre des thérapies. On va y venir après. Je vais donner quelques exemples concrets. On va avoir l'hypnose, on va avoir la gestalt-thérapie, on va avoir la sophrologie, le MDR et bien d'autres encore. Par contre, en revanche, la psychanalyse, c'est tout autre chose. Concernant la psychanalyse, nous sommes sur une discipline qui est beaucoup plus réglementée et qui n'est pas sans nous rappeler la fameuse personne qui est allongée sur son divan avec ce professionnel ou cette professionnelle qui va le regarder en fumant une pipe enfin, en disant intéressant, intéressant. Bon, si vous avez déjà fait si vous avez déjà fait appel à des psychanalystes, vous savez que c'est légèrement plus subtil que ça. Donc, initialement, la psychanalyse a été mise en place, a été développée par Freud, ce cher Freud. Dieu merci, elle a eu différents courants qui ont continué après derrière le travail de Freud et qui n'en sont pas restés à certaines, on va dire, certains troubles que Freud avait lui-même, notamment autour de la libido, même s'il y a des choses très très intéressantes. Et la psychanalyse va donc aller creuser sur votre vie, sur votre passé, et aller creuser surtout sur l'inconscient de la personne afin d'arriver à trouver justement au travers de votre inconscient ce qui peut poser problème, quelles sont les causes, les origines de certaines difficultés, de certains troubles de vie, et justement aller soigner ça en fonction de cette recherche par le travail, par un processus, qui est un processus qui peut sembler long, comparativement à certaines thérapies comme les thérapies brèves, mais encore une fois, qui n'est pas je dirais remplaçable dans le sens où chaque thérapie, et y compris la psychanalyse à côté, va apporter une solution, va répondre à un besoin bien spécifique et va apporter une approche, un angle d'approche différent
et complémentaires. Donc ça, c'est un point clé. Ça donne déjà des réponses à la question. Ensuite, on a la psychologie analytique. Dans la psychologie analytique, ça c'est un courant qui a été développé par Jung. Donc Jung qui avait bossé avec Freud pendant pas mal de temps. Après, il y a eu une distinction entre les deux personnes. Jung qui a beaucoup travaillé sur différents concepts, notamment le concept de synchronicité, dont on reparlera d'ailleurs sur un podcast. On reparlera aussi dans un prochain podcast, petite parenthèse, sur les 8 personnalités qui ont été définies par Jung. Donc restez bien abonnés à ces podcasts-là, ça va être très intéressant. Et la psychologie analytique donc, va être un travail qui va être plus sur les approches de Jung, aussi avec l'interprétation de rêves, avec un travail sur l'inconscient. Et ensuite, on a un troisième point qui est le point clinique dont je ne peux pas ne pas parler ici, qui est la psychiatrie. La psychiatrie, c'est intéressant, c'est important d'en parler parce que on sous-estime son besoin. Alors avant d'aller sur la psychiatrie, déjà, aller voir un psychologue, par exemple. Donc si on parle de psychanalyse, par exemple, pour Freud, aller voir un psychologue. Ça peut être une démarche qui est en France tout particulièrement. Alors je vois tout particulièrement d'ailleurs la différence radicale entre la France, l'approche vis-à-vis le fait de consulter un psychologue et l'approche telle qu'elle est faite ici, là où je vis au Chili, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'en France, il y a quand même encore aujourd'hui, heureusement ça tend à changer, une forme de tabou qui dit que ben voilà, je vais aller voir un psychologue parce que si je vais voir un psychologue, c'est que j'ai un problème psychologique grave et que j'ai besoin de soigner ça. C'est que je suis un malade mental, en d'autres termes. Donc il y a vraiment une espèce de diabolisation qui a été faite par rapport à ça. Alors ne parlons même pas de la psychiatrie et qui est vraiment néfaste parce que justement, aller voir un psychologue, pour moi, c'est comme aller voir un médecin sauf que le travail de soin, à un moment donné, quand vous êtes blessé, quand vous avez mal quelque part, eh bien vous allez voir le médecin. Ou quand vous avez quelque chose qui est dysfonctionnel sur votre corps et que vous ne savez pas la raison, eh bien vous allez voir un médecin. Eh bien, d'un point de vue de la santé mentale, c'est exactement la même chose. À un moment donné, lorsque vous êtes dans des états de déprime et que ces états de déprime ils commencent à être un petit peu longs, lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous fait mal et qui ne devrait pas vous faire mal d'un point de vue psychologique, eh bien, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain d'aller voir un thérapeute ou un psychologue, bien évidemment. Et après, lorsque c'est un soin qui doit être plus fort, on va aller dans la psychiatrie. Et ça, et je vais aller plus loin dans ce point-là, tout particulièrement avec un point que l'on sous-estime énormément, et moi que j'ai vu également lorsque je donnais des formations en PNL, en programmation neurolinguistique, euh, et, et ça m'avait marqué. Parce que je voyais certaines personnes qui justement étaient sur des parcours, et c'est là justement ça devient assez délicat. Vous entendrez quasiment personne en parler de ça, et justement le sujet, comme je dis, est délicat. C'est des personnes qui viennent faire des formations PNL, qui sont intéressées, qui découvrent le développement personnel, ça leur fait du bien, sauf que le fond du travail, et qui souvent ont envie de développer une activité de coach ou de thérapeute, ce qui est bien en tant que tel, ce qui est génial. Et souvent, on choisit des activités qui sont là aussi pour soigner quelque chose qu'on aimerait soigner chez soi. Et ça n'en fait pas ça n'empêche pas que des personnes peuvent être d'excellents professionnels. Vous voyez, Freud, par exemple, il avait des troubles assez conséquents et ça n'a pas empêché d'amener un champ qui est nécessaire à la santé mentale de toute, enfin, la santé mentale en général. Et bref, je m'égare un peu, mais pareil, lors des formations PNL, alors encore une fois, à minimiser ce que je suis en train de dire, c'est quand même des cas particuliers parmi une majorité d'élèves, mais il y avait certains cas particuliers d'élèves qui n'avaient pas leur place dans un cursus ou du moins, si, qui avaient leur place dans un cursus, et c'est là où c'est compliqué, qui avaient leur place dans un cursus d'apprentissage de la programmation neurolinguistique, pour prendre par exemple cette discipline-là, sauf que ces personnes-là n'étaient pas là pour ça en fait. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on ne pouvait pas s'en rendre compte au départ. Ces personnes étaient là pour chercher à se faire soigner au cours des formations de PNL. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des formations PNL, il y a de différents exercices. Des exercices qui sont super intéressants et qui sont aidants. Et notamment des exercices, on le voit, pareil, vous le voyez, enfin tu vois si tu suis les formations de technicien Enneagramme avec moi
et le master Enneagramme, et tout particulièrement le technicien Enneagramme, il y a des exercices qui vont t'aider sur ton changement, sur les changements de croyances, sur l'amélioration vis-à-vis de ton profil, sur pas mal de choses au travers de ta personnalité. Et en programmation neurolinguistique, c'est pareil. Lorsque je donnais des formations, il y avait toute une série d'outils. Sauf que certains allaient chercher derrière ces outils un moyen de se soigner, alors que ces outils n'étaient pas là pour soigner d'un point de vue psychologique, voire même dans certains cas, et c'est tout particulièrement ces cas d'un point de vue psychiatrique, une personne qui avait besoin d'aller voir un autre professionnel. Et ce cas-là, il m'est arrivé d'ailleurs, c'est un cas vraiment très particulier. C'est arrivé qu'une fois, Dieu merci pour moi, sur sur des centaines et centaines, oui, même un millier d'élèves sur le technicien Enneagramme, d'une personne qui était là et en fait qui avait acheté la formation technicien Enneagramme. Et quand je la voyais interagir sur le groupe Facebook, quand je voyais son énergie, quand je voyais justement ses demandes, à un moment donné, je lui ai dit non, je te rembourse la formation, c'est pas pour toi. Je t'invite à aller voir, et là c'est toujours délicat à dire, je t'invite à aller voir d'autres professionnels de la santé parce que c'est pas ce qui est bon pour toi. C'est très difficile en tant que professionnel de se retrouver dans ces situations-là, mais c'est là où justement on pourrait dire il faut faire preuve de déontologie, mais on ne peut pas faire preuve de déontologie non plus. Et c'est l'intérêt aussi de ce podcast-là, si on n'a pas été sensibilisé à cette idée-là que lorsque des personnes vont venir vous voir, vont venir te voir, si tu es coach par exemple, ou si tu es formateur, eh bien, vont rechercher des solutions à un besoin, vont rechercher à répondre à un besoin auquel nous-mêmes on ne peut pas répondre et auquel nous-mêmes on n'est pas armé. Parce que les disciplines que l'on enseigne, eh bien, c'est pas, comment on dit, c'est pas la pierre philosophale non plus. C'est-à-dire que elles vont aider sur une grande partie des besoins d'une personne, elles vont soigner sur une grande partie. L'énéagramme, c'est un outil très puissant, mais je dis toujours, l'énéagramme, c'est hyper puissant, c'est le meilleur outil de typage de personnalité, c'est le meilleur outil que j'ai découvert pour apprendre à mieux se connaître, mieux connaître des aspects inconscients que l'on ne connaît pas. Cependant, l'énéagramme ne permet pas de faire une cartographie globale de la psyché d'une personne et ne répondra pas à toutes les questions en termes d'analyse de personnalité. Donc c'est d'ailleurs pour ça que justement je propose d'autres formations complémentaires comparées à la spirale dynamique. C'est pour ça qu'on va parler ensemble plus tard sur ce podcast des 8 personnalités de Jung, parce que justement, eh bien, on est des personnages complexes, on est des personnes multiples, et donc à un moment donné, il faut connaître les limites de chaque chose, les limites de chaque discipline. Et autre point que je veux, et donc là on en vient typiquement aux chiffres que j'ai regardé, que j'ai cherché en particulier, ce qu'il faut savoir c'est que rien que les névroses, une névrose en particulier, ça ne va pas dire qu'une personne, justement, si une personne est atteinte d'une névrose, ça ne va pas dire que cette personne est sur une caricature, elle est folle, loin de là. Mais les névroses, ça représente 4 à 5% de la population selon certaines études, et selon d'autres études, 10% de la population. Donc il y a 10% de la population, jusqu'à entre 4 et 10% de la population qui sont atteints de névrose. Alors pour les études en question, notamment, je me suis référé à ce qu'on appelle le DSM, et tout particulièrement un DSM-4, on va reparler sur les troubles de personnalité, qui justement est un outil de catégorisation, de classification très connu et utilisé par les professionnels justement de la santé pour catégoriser les troubles mentaux. Donc les névroses, qu'est-ce que c'est? Ça va être différentes choses et peut-être que ça va te parler ou peut-être pas. 4-5% de la population, c'est quand même assez énorme, hein. Si on prend 5%, ça fait une personne sur 20. Donc c'est troubles de l'humeur, la dépression, les troubles bipolaires, pour aller plus loin, des troubles anxieux. Donc là aussi, il y a pas mal de choses, de troubles anxieux généralisés, les troubles paniques, les troubles phobiques, les états de stress post-traumatiques, les troubles obsessionnels, et ensuite on a les troubles obsessionnels compulsifs. Donc là, on est sur les névroses. Je ne parle pas des psychoses qui sont encore autre chose. Et ensuite, on a un autre point aussi qui, quand même, qui moi, m'a assez surpris quand j'ai trouvé ces informations-là, ces données-là, ces données qui viennent du DSM-4 et de l'ICD-10,
ICD-10 en français, donc qui sont liés justement à un travail de profil socio-démographique et une analyse enfin, d'identité. Donc, sur ces deux sources-là, il est défini que les troubles de la personnalité pouvaient atteindre de 6 à 15% de la population. Donc, je ne sais pas si tu imagines, c'est assez fort. Et parmi ceux-là, toujours pareil sur le DSM-4, il est dit que le trouble le plus courant est le trouble obsessionnel compulsif avec 7,7% de la population. Alors, des troubles de la personnalité, qu'est-ce que c'est? Ça va être le trouble paranoïaque, le trouble histrionique, le trouble narcissique, évitant, dépendant, schizoïde et bien d'autres choses encore. Donc là, on voit ici que finalement, des besoins en termes de santé mentale, et que ce soit un psychologue ou plus encore, et là quand on est vraiment sur des troubles de personnalité, dans le domaine de la psychiatrie, eh bien sont nécessaires et sont des soins qui justement concernent beaucoup plus de personnes dans la population. Alors pourquoi je te donne ces chiffres-là? C'est vraiment pour sensibiliser à tout cela. Moi-même, j'ai vraiment été surpris. Je ne m'attendais pas à des chiffres aussi hauts, aussi bien sur la partie névrose et encore moins sur la partie trouble de personnalité. Mais tout ça pour dire qu'un coach ne peut clairement pas travailler sur cela. Si un coach, par exemple, travaille sur un trouble de l'humeur, qui est la dépression, en définissant des objectifs, en essayant de travailler sur la motivation de la personne, en essayant justement de définir un avenir plus positif, certes, ça va un peu aider, certes, ça va calmer sur le moment, mais ça va pas soigner le trouble dépressif ou la dépression en tant que telle. Et pour aller là-dessus, il faut aller sur la thérapie. Et c'est la thérapie qui va pouvoir aider. Donc là, ici, on a beaucoup parlé de la partie psychanalyse, psychologie analytique et psychiatrie. Donc la partie psychiatrie plus la partie clinique. Maintenant, on va aller sur d'autres dynamiques que peut-être tu exerces, ou peut-être tu connais, ou peut-être que tu as déjà consulté, qui sont les thérapies. Et parmi les thérapies, il y a plein de choses aussi à voir sur la thérapie. Il y a tout particulièrement les psychothérapies. Alors les psychothérapies, quelles sont-elles? Eh bien, le catalogue est immense. On va retrouver l'hypnose, la programmation neurolinguistique, l'énéagramme aussi, qui est une forme d'analyse. Donc on est sur la psychothérapie et qui est une forme de soin justement, puisqu'on va travailler sur l'intégration de sa personnalité. N'oublie pas qu'on parle d'un profil d'une personnalité adaptée. Une personnalité adaptée, on parle de désintégration en énéagramme. Donc du coup, on parle aussi d'états qui peuvent être des états en souffrance sur notre famille de personnalité. Donc si ça t'intéresse, l'énéagramme justement, et si tu ne suis pas ma formation technicienne, l'énéagramme dont je parle beaucoup, je t'invite à regarder le premier lien en description. Justement, tu trouveras une masterclass 100% gratuite qui te permettra, si tu n'es pas déjà sensibilisé, à te sensibiliser à l'énéagramme avec moi et pourquoi pas aller plus loin avec moi. Ça, on a parlé sur l'énéagramme. On va mettre aussi la Gestalt thérapie, qui est une thérapie d'ailleurs. Claudio Naranjo, qui est le fondateur de l'énéagramme de personnalité tel qu'on la connaît, a été également un des élèves du fondateur de la Gestalt thérapie, qui est une thérapie plus comportementale, mais aussi psychologique. On a la sophrologie aussi, très très intéressant, le MDR, et on va avoir d'autres process qui sont des process assez courts. L'hypnose est géniale. Moi, vraiment, je conseille à beaucoup de personnes aussi de faire un travail en hypnose. Moi-même, j'ai pas mal consulté un hypnothérapeute qui est un très bon ami à moi qui m'a énormément aidé il y a quelques années en arrière. Je suis grandement reconnaissant, surtout dans des périodes de changement de vie. C'est un très bel outil. Alors psychothérapie, ça l'implique en tant que tel le mot psycho pour psychologie. Donc ce sont des thérapies qui vont avoir une approche, qui vont travailler sur la psyché, sur le mental, sur l'inconscient aussi. Par exemple l'interprétation des rêves aussi, on va être plus sur ce type de thérapie-là. Mais elles ne sont pas les seules. Et c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres types de thérapies, comme par exemple, je vais te donner d'autres qui ne
sont pas rangés dans les psychothérapies. On va avoir les fleurs de Bach. Donc, si tu suis par exemple la formation Connexion Invisible avec moi et Carla, ben justement, Carla est formatrice en fleurs de Bach et tu trouveras une formation qui est offerte sur les fleurs de Bach. Donc, ça, je dis ça pour les élèves. Donc, les fleurs de Bach, c'est génial, ça travaille sur l'émotionnel. Donc, c'est lié aux travaux d'Edouard Bach, qui est d'ailleurs un lien subtil avec l'alchimie. Et ces fleurs de Bach donc, permettent de faire un travail émotionnel sur la personne. Donc on va avoir aussi d'autres disciplines comme le réalignement des chakras, l'aromathérapie, l'art-thérapie, l'acupuncture, le yoga, la réflexologie, le reiki. On pourrait rajouter également le sexe et le sport. Et oui. Et pourquoi? Parce que là, on va aller un petit peu plus loin. Donc on parle de thérapie et on va reprendre justement un concept que l'on voit en énéagramme, que l'on voit en programmation neurolinguistique, que l'on voit également dans certaines philosophies antiques et dans de nombreux courants, qui sont le concept que j'appelle de corps, de cœur et d'esprit, ou si on parle en grille de lecture énéagramme, d'instinctif, émotionnel, mental. C'est-à-dire que lorsqu'on prend l'approche de l'être humain, on va prendre l'approche qui est de travailler sur le corps. Donc là, c'est thérapie orientée santé. Le sport en fait partie, typiquement, bien que le sport peut avoir des vertus aussi d'un point de vue de la partie mentale et émotionnelle, mais on va travailler en priorité sur le corps, soigner le corps. Ben, tout ce qui est médecine, par exemple, que ce soit les médecines classiques ou médecine douce, on va être sur un travail, sur un soin du corps. Ensuite, on a le cœur. Le cœur, donc, c'est la partie émotionnelle. Et la partie émotionnelle, elle est souvent négligée. Et donc là, sur la partie des émotions, des sentiments, des sensations, là, il y a des thérapies qui sont vraiment chouettes et qui peuvent vraiment aider. L'art-thérapie, typiquement, moi, je la classerais plutôt sur un type de thérapie lié au cœur. Les fleurs de Bach, dont on a parlé précédemment, on est sur ce type d'approche-là. Et enfin, l'esprit dans le sens plus l'esprit dans, on va dire, la partie cerveau, on va le dire plutôt dans ce sens-là, donc conscient, inconscient. Là, on va trouver les psychothérapies. Et si tu m'as bien écouté, j'ai dit une autre discipline parmi les thérapies qui est le réalignement de chakras. On peut parler du yoga, on peut parler également d'autres disciplines, comme par exemple le Qigong, Tai Chi ou bien d'autres encore. Et là, ici, on est sur, moi, ce que j'appelle, alors même si Tai Chi, Qigong va travailler aussi sur le corps, on peut parler aussi, en plus du corps, du cœur et de l'esprit, rajouter l'âme et rajouter le soin spirituel. Et le soin spirituel, on va retrouver plusieurs thérapies qui vont permettre de bosser sur la partie spirituelle, comme par exemple le Reiki, qui est aussi une très bonne discipline. Et dès lors, pour répondre à la question de fond et en finir justement avec ce sujet clôturé là-dessus, coaching, thérapie, psychanalyse, qui consulter, eh bien c'est entre guillemets compliqué et très simple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as mille et une possibilités. Probablement que tu vas trouver des personnes qui vont avoir des résultats très forts avec telle ou telle discipline, qui vont t'inviter fortement à utiliser ça parce que ça a été utile pour elles. Ce que je t'inviterai à faire, c'est la chose suivante. C'est déjà te poser la question, ça a été utile pour elles. Est-ce qu'elles ont le même type, le même ordre de problème ou de sujet d'attention que moi? En d'autres termes, est-ce qu'on parle de la même chose? Si une personne te dit, ben, je suis allé voir un hypnothérapeute, ça m'a énormément aidé sur mes crises d'angoisse, et que toi, ton travail aujourd'hui, c'est un travail plutôt sur le parti, on va dire, plus émotionnel, lié à une déprime qui est assez latente et depuis un petit moment, eh bien, c'est pas le même sujet. Donc ça ne va pas dire que l'hypnose va pas t'aider, loin de là, mais bien la prendre en considération sur de quoi est-ce que l'on parle et quel est le sujet en question. Et en fonction de ça, je t'invite aussi à prendre cette grille de lecture corps, cœur, esprit, âme. Et parmi les quatre, où est-ce que ça se situe? Est-ce que ça se situe au niveau du mental? Est-ce que ça se situe au niveau de l'émotionnel? Est-ce que ça se situe au niveau du corporel? Ou est-ce que ça se situe au niveau du spirituel? Ou plus encore, est-ce que ça, parmi les quatre, dans lesquels est-ce que ça se situe?
parce que ça peut être plusieurs en même temps. Et tu vois, par exemple, si on parle d'une crise de vie, eh bien là, on va être sur la partie psychique. Mais en même temps, la partie spirituelle joue un rôle. Donc là aussi, il y a des choses aussi qui nécessitent d'aller un petit peu plus loin. Et une fois que tu as fait ce constat-là, et que tu sais si tu es dans la partie plutôt recherche de coaching, c'est-à-dire recherche de performance, recherche d'objectifs, comme par exemple, ben, c'est 2022, 2023, 2024, peu importe le moment où tu écouteras ce podcast, c'est le début d'année ou c'est le début d'un renouveau pour toi et tu as envie de te fixer de nouveaux objectifs, tu as envie de changer des choses dans ta vie, mais vraiment tu sens que tu es dans une dynamique de construction qui va vers de l'avant, à ce moment-là, le coaching est adapté. Si ce n'est pas le cas, eh bien alors à ce moment-là, allons voir du côté des thérapies. Et enfin, le dernier, probablement un des meilleurs conseils que je te donnerai sur ce podcast, c'est ne te limite surtout pas et teste. C'est-à-dire, n'aie pas peur d'aller voir différentes approches, d'aller voir différents professionnels. Par exemple, on a parlé de psychologue, va en consulter un, puis s'il ne te convient pas, c'est peut-être un autre, un deuxième, un troisième, pour voir s'il y en a un qui te convient ou pas. Et en plus, à côté de ça, rien ne t'empêche d'aller voir un hypnothérapeute ou d'aller justement te former à l'énéagramme et travailler justement sur sur ton intégration, sur ton profil. D'ailleurs, c'est une petite parenthèse sur l'énéagramme. J'en parle donc sur le texte et sur le module 5 de la formation. En fonction du profil, de ton profil de personnalité, je te donne une orientation vers quel type de thérapie plutôt aller. Donc là aussi, tu vois, c'est justement, ça invite à aller sur d'autres dynamiques. Tu vois, tu peux par exemple, tu peux faire de l'énagramme, tu peux aller voir, consulter un psychologue, aller ou faire une psychothérapie, euh, aller faire un petit, enfin, te consulter pour justement avoir des fleurs de bac qui t'accompagnent à côté. Pourquoi pas un petit peu après te faire un soin Reiki une fois à l'occasion ou autre. Voilà, bon, bien évidemment, il y a toujours une limitation en termes de temps, en termes de budget et autres, mais c'est bien d'aller voir, c'est bien d'aller essayer, c'est bien d'ouvrir au maximum le champ des possibles. Et à un moment donné, tu vas voir que tu vas trouver des approches qui vont vraiment te faire du bien et qui vont vraiment être transformantes pour toi et qui vont devenir une forme de rituel, d'habitude où tu dis, ah ben tiens, mais je vais aller voir, là aujourd'hui j'ai rendez-vous avec ma psy. Ou tu vas dire, ah ben tiens, cette semaine je vais aller me faire une séance de Reiki, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Ou alors aller faire une séance d'acupuncture ou autre. Et là, ça va faire en sorte, tu vas te rendre compte que progressivement, des approches, des rendez-vous avec toi-même, parce que c'est des rendez-vous qui généralement, ben, parfois peuvent être confrontants, mais généralement quand on sort de là, ben, parfois on peut être assez fatigué sur certains d'entre eux, mais on sait que ça fait du bien et c'est comme une bonne séance de sport qui va être bien crevante et parfois on n'a pas envie de se lever du canapé, on se dit ah ben non mais je préfère manger un pot de Nutella, mais après on va aller faire cette séance de sport, on sort de là, on se fait une bonne douche, on est crevé et tu es super bien. Et c'est ce que va t'apporter tout ça. Donc voilà, j'espère que ce podcast aura pu t'apporter au maximum. J'insiste là-dessus, si tu as des questions, comme ça a déjà été le cas sur le précédent podcast, et je remercie celles et ceux qui m'ont déjà contacté là-dessus. Si tu as des questions, s'il y a des points qui ne sont pas clairs, parce que c'est quand même un sujet qui est assez délicat et que j'espère avoir pu couvrir de la meilleure façon possible, n'hésite pas à les poser. Et pourquoi pas, ça donnera probablement, peut-être, qui sait, l'occasion à un futur épisode. En attendant, je t'invite à noter ce podcast si tu l'as aimé, un 5 étoiles et pourquoi pas un commentaire, surtout particulièrement si tu es sur Apple Podcast. Je crois que Google Podcast aussi le permet, je ne suis pas sûr. Et tu as les liens en description pour aller plus loin avec moi. C'était un plaisir et on se dit à très vite.